J'ai un scoop pour vous, Thierry Henry, pour ceux qui ont la référence. Bonsoir à toutes et à tous. Ceux qui sont là, merci pour la centaine de personnes qui sont déjà là sur Twitch. On rappelle, plus d'une centaine de personnes, c'est des très gros scores sur Twitch. C'est plus d'une trentaine de personnes qu'il faut pour passer partenaire et être voilà, sur des très bons scores sur Twitch. Hein. C'est vraiment beaucoup. Donc merci infiniment à tous ceux qui ont passé le cap de YouTube vers Twitch. On est plus d'une centaine et ça fait vraiment plaisir. On est le 21 avril 2025. L'épisode 2 de la saison 2 de Last of Us est sorti. Peut-être que c'est un des plus intéressants. Peut-être que c'est un des plus difficiles à analyser. Peut-être qu'il y a beaucoup de bonnes choses et aussi quelques petits détails à revoir où j'ai pu être par moment peut-être notamment sur des points de vue de cohérence ou des petits détails techniques un peu sceptiques par moment ou quelques petites séquences. On verra si la suite de la série nous les donne, mais en tout cas qui étaient absentes de l'épisode et où je me suis dit, je comprends pourquoi vous l'avez fait, mais c'est vrai que se passer de scènes comme ça, c'est un peu dommage étant donné toute la profondeur qu'elles avaient donnée dans la série. Je remarque dans le jeu vidéo, par contre, je remarque aussi évidemment que la série continue. Alors là, c'est le cas de le dire, son lot de on va vous offrir de l'inédit, ce qui est pour moi encore une fois une bonne chose. La première chose que j'ai envie de rappeler pour tous ceux qui me regardent, et avec ce que je vais dire là, ce sera peut-être la dernière fois pour certains d'entre vous, auquel cas, tant mieux et pour moi et pour vous. Aujourd'hui, en 2025, on vit dans un monde où un épisode est forcément un banger, ou un épisode est forcément une catastrophe ambulante. Je ne pensais pas, je vais vous dire les choses très honnêtement, que Last of Us était un jeu vidéo ou un univers qui avait à ce point de haters, à un stade extraordinaire où on est tellement obnubilé par le côté haters de ce que tu regardes que t'en arrives à t'en prendre finalement à ceux qui font les critiques. Moi notamment sur des derniers commentaires que j'ai eus, c'est pour ça à tous ceux qui pensent que j'étais meilleur avant quand je parlais de Walking Dead, lol, ou alors que je travestis complètement ce que je dis parce que ça se voit que c'est aseptisé, parce que je fais semblant d'aimer, lol. S'il vous plaît les gars, je crois que je dois être un des rares mecs qu'on a le plus rien à foutre de dire réellement ce qu'il pense. Et si juste ça vous fait chier en fait que je trouve des qualités à une série, c'est dommage, mes respects, bonsoir, salut. Je vais certainement pas travestir mon truc ou trouver que la série Last of Us c'est de la merde, simplement pour faire plaisir à des communautés de toute façon dont j'ai rien à carrer. Pour moi, être un bon analyste, c'est faire preuve de nuance, dont beaucoup manquent. Je tiens à le rappeler. Autre chose, à un moment donné, quand je donne des critiques, je suis nuancé, je donne du bon, du pas bon. Les gens qui sont dans le chat seraient capables de le dire. Last of Us, l'épisode de la semaine dernière, il était fort. J'ai pas trouvé qu'il était extraordinaire. Il y avait des points négatifs ou des points sur lesquels je suis revenu. Donc au lieu de dire que le mec, en fait, il est payé, il est machin, il travestit son truc, faut vraiment être un taré pour défendre à ce point-là bec et ongle la série, alors que globalement, on doit pas regarder à mon avis la même chose. C'est bien aussi de regarder la vidéo jusqu'au bout quand je parle des aspects négatifs, parce qu'il y en a. Parce que, comme dans chaque série qui se respecte, il y a du bon et du moins bon. S'il vous plaît, dans les commentaires, même pour vous, à la maison, quand vous en parlez avec les autres, ce serait bien, même si c'est difficile, je le sais, en 2025, de faire preuve de nuance. Les meilleures analyses possibles sont souvent les plus nuancées, que t'aimes ou pas, que tu sois subjectif ou non. C'est toujours intéressant de le dire. La nuance n'existe pas. La nuance, ça fait pas vendre. Ah, c'est sûr, hein, un clickbait, ou comme dirait John Cena, ou quelque chose comme ça, ou juste trouver que c'est de la merde, ou juste trouver que c'est incroyable, ce sera toujours plus vendeur. Je trouve beaucoup plus hypocrite les gens qui disent que c'est foncièrement de la merde que ceux qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre, même si j'irais loin d'être jusqu'à dire que Last of Us, la série télé, est un chef-d'œuvre. Le jeu l'est. La série, elle a quand même des défauts. Maintenant, le négatif vend plus que le positif, ça c'est certain, mais le grandiloquent vend beaucoup plus de toute façon qu'être nuancé, avoir un propos mesuré. Excusez-moi d'être mesuré, nuancé, et puis de préparer un petit peu, et puis de faire du boulot que je considère en tout cas être appliqué. C'est pas en écrivant des commentaires qui diront l'inverse que je penserai effectivement l'inverse. Et c'est pas parce que on se fait chier à donner par A plus B des raisons que Bella Ramsey ressemble à Anne Romanoff que ça va me faire considérer qu'en fait Bella Ramsey n'est pas une bonne actrice. Il y aurait peut-être eu mieux. Pour Joël, Pedro Pascal, il y aurait peut-être eu mieux. On avait peut-être des choix en tête, des choses comme ça, etc. À un moment donné, il faut quand même reconnaître ce qui est. Et je trouve que dans la proposition qu'elle fait, justement, c'est pas si mal. Loin de là. Surtout quand on a des choses difficiles à faire. Dernière chose, Last of Us est peut-être le plus gros projet d'adaptation qui a été fait de jeux vidéo pour l'instant. Et largement le plus dur. Encore une fois, des questions de nuance. Il faut voir le sujet dont on parle avant peut-être d'être capable d'être aussi sec. Tous ceux qui sont dans les commentaires et qui sont nuancés, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ça peut arriver. Ou pas d'accord avec les autres, parce que moi, foncièrement, on s'en fout, je suis juste un relais. Mais qui sont pertinents,
qui respectent la vie des autres, qui sont nuancés, et même s'ils ne sont pas d'accord de A à Z, font des propos pertinents, big up, shout out, merci, parce que vous, au moins, vous faites avancer les débats. Sur ce, non mais parce que, en fait, je fais ce petit aparté parce que je ne pensais pas que Last of Us avait une communauté où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de haters ou de foncièrement mauvais, tu vois. Genre vraiment, les critiques que tu peux prendre sur Caitlyn Dever ou sur Bella Ramsey ou des choses comme ça sont moi personnellement des choses qui me dépassent. Sont des choses qui me dépassent. Mais on va dire la vérité, les gens n'étaient pas contents qu'Abby soit musclé dans le jeu. Maintenant, ils sont pas contents que Caitlyn Dever soit pas musclée parce que les gens sont jamais contents. C'est sidérant, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, personnellement, je pensais que The Last of Us, alors, dans la majorité, encore une fois, attention, je le répète, la minorité qu'on entend le plus, c'est malheureusement celle qui aboie le plus fort. La majorité la plus intéressante, malheureusement, est souvent la communauté silencieuse. Les plus intéressants, n'hésitez pas à développer. On en a besoin pour justement que la plupart des teuteux qui vont dire Bella Ramsey, elle est pas jolie, elle sait pas jouer, donc il fallait quelqu'un d'autre, au final, on les entende plus. C'est aussi à ceux, tu vois, voilà, qui sont dans le vrai, dans le juste, dans le nuancé, de prendre plus souvent la parole. Je dis pas que Bella Ramsey, elle est 100% parfaite non plus. Personne ne l'est, tu vois, je veux dire. Mais à un moment donné, s'attaquer juste sur un ratio physique et puis dire j'aime pas, franchement, c'est dégueulasse, comment tu peux kiffer ça, elle ressemble à Anne Romanoff. Frère, viens plus sur les lives, quoi. Excuse-moi, hein. Enfin bon, j'ai suffisamment de culture cinématographique, je pense. J'ai quand même tapé suffisamment d'années d'études en cinéma etc. pour voir quels sont mes points de faiblesse, mes points de force, mais aussi pour ne pas m'arrêter au physique d'une nana, tu vois. Genre vraiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Last of Us, épisode 2, saison 2, préambule, je pense que j'aurais pas pu le dire mieux que ça, tu vois. Je me suis posé la question de comment j'allais réussir peut-être à faire cette petite intro en moins de 5 minutes. Noble. Noble. Comme Kathleen Dever. Comme Kathleen Dever. Noble. On commence donc cet épisode. Alors, on commence avec flashback, évidemment, d'Abby, qui se parle à elle-même. On sent encore une fois qu'elle a... En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, justement, dans l'épisode. C'est, étonnamment, encore une fois, une question de nuance. Qu'on voit dans les tourments que le personnage peut avoir, tout comme dans les regards ou les tourments des protagonistes autour d'elle. Que ce soit, justement, c'est pour ça que je mets cette photo-là, pas tant que ça pour cette séquence-là particulièrement, qui va retravailler son trauma, son inconscient et évidemment tout ce qui s'ensuit, mais plus sur les phrases qu'il y a après, où on sent qu'il y a véritablement une dualité qui s'est faite dans le groupe. Il y a ceux dans le groupe qui considèrent que peut-être on devrait l'arrêter. Il y a ceux dans le groupe qui pensent que elle fait les choses correctement. Il y a ceux qui seraient prêts à aller encore plus loin. Et puis il y en a d'autres qui trouvent ces méthodes peut-être un petit peu trop violentes. Et j'aime bien, moi, ce jeu de dialogue, de narration, de regard, etc. Où effectivement on est totalement pris en fait dans ce qu'on nous propose. Alors après, encore une fois, je l'avais dit, c'est pas le défaut d'une qualité, mais moi je comprends les deux parties, les gens qui considèrent que c'est dommage qu'on soit déjà au courant, nous en tant que spectateurs, de par l'introduction de Abby dans le premier épisode, qu'elle en a après Joël. Et je comprends ceux qui trouvent que c'est dommage parce qu'effectivement, on aurait pu le savoir dans cet épisode-là et être beaucoup plus impacté par le truc. Je comprends aussi ceux qui disent que c'est pas grave, puisqu'effectivement, le fait d'avoir pris ce parti pris-là fait qu'on a travaillé d'autres choses autour, et notamment d'autres conversations avec des protagonistes, machin, qui est plutôt juste. Donc moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, j'entends les deux, mais j'aime bien qu'on propose effectivement tout un tas de séquences qui permettent de mieux développer, travailler les personnages. Voilà, ça permet d'humaniser un petit peu leurs relations. C'est encore une fois différent d'une fiction de jeu vidéo. Là, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre du réalisme. C'est peut-être pour ça aussi finalement que le final est ce qu'il est. On y reviendra parce que le final avec Joël dans l'épisode, encore une fois, je vais vous le dire, hein, et je le redirai aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai trouvé que cet épisode 2 était un très bon épisode, surprenant sur pas mal de points, quand même assez épique. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a rappelé Game of Thrones, notamment dans la séquence des infectés qui envahissent Jackson. Je trouve qu'il y avait du Game of Thrones là-dedans. Donc c'est vrai que c'est quand même assez grandiloquent comme épisode. En revanche, il y a des points
surtout sur des détails ou des cohérences où je suis pas forcément le plus, comment dire, voilà, je suis pas forcément le plus fan. J'ai des points où je suis pas forcément sceptique, mais j'ai quelques réserves. Je vais pas vous dire que c'est grandiose. J'ai des petits points de réserve. L'un des points, par exemple, effectivement, dont j'ai une réserve, c'est le final avec Joël, que je trouve peut-être pas suffisamment assez impactant d'un point de vue violence, parce qu'ils ont voulu miser sur autre chose. Exactement le même principe que dans la saison 1, j'étais pas forcément convaincu de la blessure de Joël, qui évidemment, aux abords de l'hiver, fait qu'on ne le voit plus parce qu'il est blessé et que Ellie doit aller chercher des médicaments. D'un autre côté, après, j'y ai réfléchi, je me suis dit, dans un univers de jeux vidéo, que Joël puisse encore lever les yeux alors qu'il a pris 1 milliard de coups de club de golf, c'est peut-être pas, tu vois, peut-être pas le truc le plus réaliste du monde. Exactement comme quand il se fait perforer dans le jeu vidéo, dans le Last of Us 1, 100% du temps tu meurs. À aucun moment tu survis à ça. Sauf que s'il survit pas à ça, et si tu restes que cohérent, bah il y a plus de jeu, puisqu'il y a plus de Joël. Donc parfois, dans une série télé, bah, il faut faire peut-être un petit peu moins fort, un petit peu moins brutal, un petit peu moins grandiloquent, pour être un peu plus réaliste et pour que dans une série télévisée en live action, ça passe un peu plus et que ce soit un peu plus cohérent. En revanche, c'est deux cas qui s'entendent. Là, je trouve que dans le final, c'est dommage. Voilà. Et dans la saison 1, c'était dommage aussi. Je le comprends, je l'entends, mais je trouve ça dommage qu'il y avait d'autres configurations. Il y avait d'autres choses que tu pouvais faire, par exemple, dans la saison 1 pour que la blessure de Joël soit très impactante, sans forcément qu'elle soit irréaliste. Je trouve que c'était trop léger. Là, je trouve que c'est un final qui est peut-être un peu trop léger dans sa brutalité aussi, là où effectivement c'était peut-être là qu'il fallait être brutal. Mais je l'ai trouvé dès le départ. Encore une fois, hein, on peut considérer le réalisme ou pas. Qu'elle tire avec un fusil à pompe dans la jambe de Joël, je trouve qu'effectivement la blessure est peut-être trop tendre pour ce que ferait normalement à bout portant un fusil à pompe. Après, encore une fois, peut-être que, et vous me le direz dans le chat ou dans les commentaires YouTube, bah, à cette distance-là, un fusil à pompe ferait peut-être pas plus de dégâts. Mais quand tu vois dans le jeu vidéo qu'il a quand même la jambe déchiquetée et tout, pour l'avoir refait il y a pas longtemps, est-ce que c'était pas mieux peut-être d'avoir quelque chose, sachant que c'est le moment pour le faire, de véritablement impactant et violent? Voilà, ça c'est la question que je me pose. Perso, moi ça me plaît car ça permet vraiment au truc de montrer quelque chose de nouveau. Dans le jeu, la Abby brutale tue en frappant, la Abby de la série elle poignarde et le coup il est sec et presque sourd. Je trouve que c'est une décision intéressante. Oui, ça change. Non mais après, je veux dire, je suis pas contre le changement. Et tu vois, par exemple, là, il y a beaucoup plus de dialogue entre Abby et Joël dans la série, je crois, hein, que dans le jeu vidéo. Tu vois que Caitlin Dever, elle est habitée par son rôle. Enfin, je veux dire, tu vois tous les... Une chose que j'ai bien aimée, notamment, mais on y reviendra après sur cette séquence-là, c'est le regard des personnages. Tu vois que Manny, il a un regard vraiment vicieux. Tu vois, lui, il a envie, en fait, de pousser Caitlin du côté... pas Caitlin, de pousser Abby, donc Caitlin Dever, dans quelque chose de sombre. Alors que les autres protagonistes, derrière, il y en a quelques-uns bah, les plus humains, hein, comme Owen notamment, eux, c'est plus dur. S'ils pouvaient l'arrêter, ils le feraient peut-être. Il y en a, ils sont plus proches de l'humain que certains. Je prends, comment dire, Nora. Gros coup de cœur sur l'actrice qui joue Nora. Alors elle sera dans. Bah oui, voilà, c'est ça, Renaud. Dans le jeu, il sait pas pourquoi, etc. Il y a beaucoup moins de dialogue. Il y en a quelques-uns, histoire de meubler un petit peu l'ensemble. Mais là, on va vraiment au fond des choses. Donc ça apporte quelque chose. Et c'est normal qu'on aille aussi loin, dans la mesure où, de toute façon, dès le début, nous, de la série, on sait le tenant et l'aboutissant, et on sait qu'elle cherche Joël parce que Joël a tué quelqu'un qui était important pour elle. Alors là, on apprend que c'est son père. Dans l'épisode 1, on le savait pas, mais ça reste dans la continuité de la série, donc c'est pas gênant. Gros coup de cœur pour l'actrice qui joue Nora. Alors, d'un point de vue perso, je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Je la connaissais pas, hein, cette actrice-là, je vais être tout à fait honnête. À part le fait que je sais qu'elle sera dans le prochain jeu de Neil Druckmann en tant que personnage principal. Mais je ne la connaissais pas. Je trouve qu'elle a beaucoup de charme et elle a un côté, comme dit Joël, très militaire. Très, très droit, très carré. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu. J'aime bien la justesse avec laquelle ils ont fait le casting autour de Caitlin Dever et autour d'Abby. Alors, Caitlin Dever est exceptionnelle, ça, il n'y a pas de souci. J'ai bien aimé tout ce qu'il y avait autour. Euh, oui, énormément, mais comme les gens n'ont pas de cheveux, les gens vont pas être contents. Non, mais voilà, mais oui, parce que forcément, oh là là, une femme crâne rasé, c'est woke. Sigourney Weaver avait beaucoup de charme dans Alien 3, elle avait le crâne rasé, personne faisait chier le monde, mais enfin, faut dire que c'était une.
C'était des mentalités qui étaient différentes à l'époque. N'empêche que c'est une belle femme. Je trouve qu'elle a beaucoup de charisme, beaucoup de prestance et beaucoup de charme. Euh, euh, la comédienne qui joue Nora. J'ai hâte d'en voir plus, notamment dans des face-à-face avec Ellie. Mais non, c'est vrai qu'on a il y a dans ces séquences-là, que ce soit dans ce rêve-là ou inconscient, et puis dans le traitement, dans les développements des personnages, il y a plus de dialogue, je trouve, pour comprendre, humaniser et permettre aux personnages de se développer que, je trouve, que dans le jeu vidéo par moment. Alors, des fois, c'est bien, comme ici, des fois. Exemple, chose intéressante quand même, là on a dans cet épisode comment dire, je le lirai après Preach, hein, parce que de toute façon on va revenir sur cette scène en détail ensuite, c'est justement parce que je voulais amener à un autre point. On a des différences par rapport au jeu. Là la différence la plus notable est effectivement que Ellie n'est pas accompagnée de Tommy. Ellie, attends, oui, non, si, là c'est Ellie normalement. Elle fait son run avec Dina, normalement dans le jeu vidéo. Et après, on a Tommy avec Joël, etc., qui rencontre Abby, etc. Ellie est avec Dina, normalement. C'est le... Comment dire? Alors, c'est bien de faire des changements. Et là, je comprends les changements parce que euh, pour Tommy, c'est mieux. Parce qu'effectivement, là, en fait, on a quelque chose de complètement inédit où Tommy se trouve transcendé par la séquence et où vraiment il a un intérêt et un impact en tant que spectateur. Donc ça m'a pas du tout dérangé vis-à-vis de Tommy. En revanche, dans les ajouts et les retraits, je trouve que mettre Ellie avec... alors comment il s'appelle déjà celui-ci, Jesse, au moment où ils arrivent justement dans la réserve de bœufs de Eugène, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage d'avoir modifié ça. Tu peux pas faire autrement parce qu'effectivement, si c'est pas Jesse ou enfin si Dina est là, etc., que ce soit Jesse ou Dina, tu le mettrais à Jackson, ce serait beaucoup moins impactant que Tommy qui défend Jackson. Ça, je suis d'accord. Et pour développer Tommy, c'est bien. Euh, mais je trouve ça dommage d'avoir ôté la scène de séduction qu'il y a entre Dina et Ellie. Peut-être qu'ils la mettront après. Et peut-être qu'on l'aura ensuite et que du coup on va se dire ah d'accord ils ont posé ça là, pourquoi pas peut-être après Take On Me, possible, je veux dire qu'ils aillent là-dessus, mais je trouvais qu'en fait alors s'ils ont cette scène là plus tard il y aura pas de problème particulier, si par contre elles ont pas cette scène là et qu'on passe à côté de cette alchimie là, je trouve ça dommage dans l'épisode de l'avoir tiré parce que certes, comme je le disais, ça permet de développer quelque chose d'autre. Là, notamment Joël et Eugène, etc. Des choses qui ne sont pas dans les jeux où là, voilà, Jesse va en parler. On continue de développer un petit peu Jesse et Ellie ensemble, ce qui n'est pas pour déplaire au public, puisqu'il y a une alchimie assez naturelle entre les deux. Mais moi, je trouvais que cette scène avait un impact dans le jeu qui était exceptionnel, dans l'alchimie, dans l'amour que les deux ont, que jusque maintenant on voyait assez peu, dans la séduction et puis dans le lâcher-prise des deux personnages, où c'est finalement, on apprend beaucoup plus à les travailler comme ça, il y a une certaine forme de... En fait, je trouvais que c'était intéressant de garder cette scène parce que ça montrait à quel point Dina permet de sauver Ellie et lui faire garder un semblant d'humanité et de profiter des petites choses, profiter des petits moments, des choses comme ça. Comme on le voit au final dans l'épisode 1 avec le bal ou autre, mais je trouvais que ça permettait de voir à quel point Dina, c'est la soupape de Ellie, qu'elle lui permet de respirer, de rire, de passer des bons moments, des choses comme ça. Euh, et moi, personnellement, si ça avait eu lieu dans cet épisode avec Dina à la place de Jessie, même si dans l'épisode d'avant, il y avait eu le baiser, ça m'aurait pas dérangé que ça enchaîne en back-to-back, personnellement. Ça m'aurait pas dérangé outre mesure. Je fais confiance à Druckmann et Craig Mazin dans le sens où il y a quand même une possibilité que cette scène-là, ils la mettent plus tard. Je vous le dis, hein, possiblement après peut-être Take On Me, s'ils refont cette séquence-là, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas la mettre là? C'est pas. Alors, faudrait voir si l'humeur de la série le permet, parce qu'effectivement, est-ce que Ellie aura à cœur de faire ça dans la mesure où Joël est mort et elle est uniquement en quête de vengeance? Peut-être que là, penser à l'amour, à la séduction, à s'envoyer en l'air, c'est peut-être des choses avant qu'elle pense que Joël est mort, qu'elle pouvait se permettre. Peut-être qu'après, une fois que Joël est mort, elle n'en aura plus spécialement l'envie ou elle ne ressentira pas le besoin.
Il n'empêche que après la mort de Joël, elle a quand même envie de chanter Take On Me pour Dina. On a un moment de poésie, un moment de pause. Elle peut se l'offrir quand même. Moi, j'attends de voir la suite pour savoir si c'est vraiment une mauvaise idée. J'étais un peu surpris. Alors, de base, bah déjà, d'avoir un changement aussi drastique entre les deux personnages. C'est pas si grave que ça, je vais être honnête avec vous, c'est pas si grave que ça. C'est vrai que c'est force et limite peut-être de modifier certaines choses, mais si ça offre une lecture nouvelle plus tard, c'est pas gênant. Ils veulent sûrement mettre trop de séduction entre les deux. On a déjà eu le bal, on aura sûrement avec Take On Me et à d'autres moments. Faut voir. Faut voir. Le changement a du bon, mais c'était aussi pour rappeler que le changement, parfois, peut-être, pouvait trouver ses limites, même si, encore une fois, là, je vous le dis, je trouve que c'est moins impactant cette séquence-là que dans le jeu, parce qu'effectivement, Jessie, c'est pas pareil, même si on en apprend un peu plus sur Eugène, etc. Même notamment vis-à-vis des décors. Je trouve qu'au niveau des décors, là où ils sont chez Eugène, ça aurait pu être un peu plus travaillé, avec une photographie peut-être un petit peu plus sympa. On en revient toujours aux mêmes choses, hein, en termes d'effets spéciaux, de mise en scène et de photographie. C'est peut mieux faire sur Last of Us, encore une fois, hein, pour éviter que les gens se disent « Ah bah de toute façon, il paie pour la série tout le temps, il dit rien de négatif ». C'est toujours la même chose. Je pense que ça peut être bien de temps en temps de soigner un peu plus la narration. Pas la narration, pardon, de soigner la narration, oui, mais ça peut être bien aussi de ne pas oublier les décors, l'ambiance, la photo, la mise en scène sur certains points. Je note par exemple lors du discours de Tommy. Dans le discours de Tommy, il y a un moment donné où ils font un travelling. Le travelling dure à peine 1 seconde et demie. La caméra est hyper tremblante. Tu sens que c'est un plan qui n'est pas forcément nécessaire, sachant que tout le reste est vraiment carré. Ce genre de petits détails, pour moi, qui éloignent un épisode comme ça d'un épisode parfait, mais qui reste un épisode très bon. Là où tu vois, tu as des petits détails comme ça, ou sur les effets spéciaux, même si ça m'a pas particulièrement choqué. Plus sur la photo, moi, je trouve que c'est très terne. Euh, donc moi, je trouve que c'est très, très terne et très classique pour une photographie d'une série de ce niveau. Mais bon, là, ça m'avait un peu choqué dans la scène avec, avec la bœuf, sachant que dans le jeu vidéo, la scène est vraiment super, même esthétiquement. Euh, Mais oui, non, le changement, voilà, hein, exactement, le changement c'est bien, mais si c'est pertinent pour une bonne raison, s'il y a une très bonne raison à ce choix plus tard, je serais ravi, mais si c'est pas le cas, je pourrais pas m'empêcher de me dire que c'était du changement gratuit, histoire de changer et sans grand intérêt. Bah, pour le coup, pas tant que ça, Roawin, parce que le grand intérêt est quand même de faire Tommy un personnage principal d'une scène nouvelle qui est énorme. Si Tommy avait pas fait, tu vois, si Dina, du coup, avait suivi Ellie et que Tommy était avec Joël, Tommy était pas disponible et du coup, il pouvait pas surveiller les rambardes. Après, euh, est-ce que bah, Joël part? Est-ce qu'à la place de Dina, tu pouvais pas mettre Jessie, par exemple, pour garder Ellie avec Dina ou des choses comme ça, et puis Tommy, du coup, resterait évidemment du côté de Jackson. Ça, voilà, il y avait un paquet d'options possibles. Maintenant, on verra plus tard. Si, moi, je pense comme toi, hein, Roawin, si cette séquence-là, là, de séduction entre les deux, on l'a pas, moi, je m'en fous que l'épisode d'avant, ils aient mis le baiser, etc. Pour moi, justement, c'est dans la continuité. Tu parles du baiser, ceci, cela, tu finis par faire ça. Je trouve que c'est dans la continuité de l'épisode précédent, ça me choque pas. Si c'est plus tard dans la saison et qu'on a quelque chose de similaire, enfin, sans forcément qu'elles aillent accoucher ensemble, mais de similaire, ça me dérange pas qu'ils l'aient pas mis là. J'espère qu'ils auront pas oublié justement, mais bon, je fais confiance pour l'instant en Druckmann et, euh, et Mazin. On passe à la suite et là on passe dans les moments quand même assez forts de l'épisode. On a un enchaînement. Alors, par contre, là, en termes de mise en scène, j'ai quasiment rien à dire hein, sur l'idée. On a un enchaînement de séquences de malades. Alors, on va revenir. Renaud le disait très justement sur sur non pas la taille de son sexe, même si on le sait, Renaud a quelque chose qui s'apparente à un boa constrictor. Mais Renaud le disait très justement sur la science du détail, notamment de la scène de comment il s'appelle, de Joël, parce que la barre est présente. La séquence de Joël où justement quand il bouge, il peut plus bouger que certains membres, etc. Et que c'est fait exactement dans la même méthode. La scène du grillage dans la série, je la trouve encore plus oppressante que dans le jeu. Et c'est justement là-dedans que moi j'ai beaucoup apprécié l'ensemble de ces séquences-là. Il y a un souci du détail pour retranscrire quasiment plan par plan la perfection ce qui se passe avec Abby qui rencontre Joël, etc. Là,
Au contraire, par exemple, de la saison 1, notamment dans les égouts avec Henri et Sam, où je trouvais que c'était dommage qu'Henri et Sam, en fait, il n'y ait pas d'action avec eux, parce que c'est quand même des segments majeurs d'action dans le jeu vidéo. Je trouvais que c'était peut-être un peu trop tendre dans la saison 1, ce qu'ils avaient fait avec eux. Là, pour le coup, tu vois, quand ils arrivent avec Tommy, Abby, Joël dans le jeu vidéo, il y a toute une séquence après où ils sont dans le hangar, où il y a une séquence de baston. Là, ils l'ont pas mis. Personnellement, justement, ça me choque pas du tout. Et là, pour le coup, j'ai aucun regret au fait qu'ils aient pas mis une séquence d'action comme ça, par exemple, parce que toute la scène s'étire énormément, parce que elle est vraiment bien mise en scène de Abby, justement, voilà, qui va en découvrir un avec seulement, il y a un plan qui est magnifique avec Abby un peu plus loin dans le cadre, et tu as juste une main que tu vois comme ça dépasser de la neige. Là, pour le coup, cette séquence-là et ce plan-là est vraiment réussi. Puis après, ils vont tous arriver à sortir les uns après les autres. Et puis alors, ça devient une horde gigantesque, comme on avait encore, je pense, jamais vu. Peut-être dans un épisode de la saison 1 où on voit le colosse pour la première fois, mais je pense qu'il y en avait quand même nettement moins que là. Et ce moment-là, tout le build autour de la rencontre d'Abby et Joël, avec quasiment les mêmes rictus, les mêmes jeux de regard, notamment quand les personnages autour d'Abby, quand Abby va dire bah lui c'est Joël, ils vont tous regarder en mode putain elle l'a trouvé, fait chier, enfin tu vois le truc où elle est dans l'épisode là, dans cette séquence-là, elle est adossée à un poteau et il lui dit ouais moi c'est en bas, t'as Dina qui dit allez Joël, et puis là elle se rend compte, les jeux, les trucs, les machins, ça c'est quand même, c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène. J'aime bien à la fois être dans de la nouveauté et dans quelque chose qui est très proche du jeu vidéo et très proche de l'original, et où on reste dans quelque chose d'ultra respectueux. Cet enchaînement de segments qui amène justement à l'attaque de Jackson, je la trouve très réussie. Je la trouve très réussie, et c'est pile ce qui manquait, je pense, à la saison 1. C'était, comment dire, le côté on respire plus. C'est peut-être ce qui manquait à la saison 1 de Last of Us. La saison 1 de Last of Us, en fait, c'est vrai qu'on était plus dans l'introspection, dans l'action. Là, on sent qu'on a de l'introspection et de l'action, mais que c'est très intense, comme dit Preach, et que du coup, on respire plus. On est là, on se dit, putain, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, ça donne cette séquence-là, et notamment donc l'attaque de Jackson avec Tommy, où alors là, alors un ajout comme ça, c'est tous les jours de la semaine et même le week-end. Alors là, je vais vous dire, j'ai trouvé ça, enfin, très fort. Très fort. Pourquoi très fort? Déjà pour le jeu de Gabriel Luna. Gabriel Luna, il a un jeu, je trouve, qui est très proche de celui de Pedro Pascal, et du coup, ça rend bien la complicité et même les gimmicks entre frangins. Je trouve qu'il le joue bien. Ça montre là où Last of Us 2, justement, parlait très peu de Maria, où il y avait quand même pas mal de Tommy, mais on sentait jamais vraiment ce côté leader. Il était plutôt pas sous les ordres, mais un petit peu dans la continuité de ce que lui demandait Maria. Là, ce qui est bien, c'est que Maria, on la voit d'autant plus, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a d'ailleurs une sorte de mini plan séquence sur Maria à un moment donné dans l'épisode que j'ai trouvé plutôt réussi. Tommy, ça lui donne un statut de leadership que je trouve dans le jeu, il l'avait pas, et justement qui est excellent, parce que là, on voit que ça mise beaucoup sur lui. La vibe de Game of Thrones est énorme, je trouve, sur le côté enneigé, mais je trouve qu'il y a un côté, ouais, saison 7 Game of Thrones, avec Kit Harington dans la neige, les marcheurs blancs, et puis tous les autres autour, là, etc. Je trouve qu'il y a une vibe un petit peu dans ce délire-là, et c'est positif, parce que Game of Thrones a toujours donné des scènes relativement épiques dès qu'on parle de ça. Et même VF que Jon Snow, en plus, pour Tommy, ouais, donc c'est marrant. Donc lui, il se retrouve bien, hein, parce qu'il faisait Manny dans les jeux, le comédien qui fait la VF, là maintenant, il se retrouve sur Tommy. Euh, alors moi, je parle pas forcément de la bataille de... Ah, si, oui, la bataille de Winterfell. Non, moi je pense pas forcément à la saison 8, je pensais à la bataille de la saison 7 où t'avais
le roi de la nuit qui tue un dragon et qui récupère un dragon justement pour le zombifier après, et où t'as plein un peu de zombies partout, et puis les marcheurs blancs qui arrivent, où il y a au-delà du mur, oui, avec Tormund et tout, machin. Ah, cet épisode-là était très très costaud, je trouve. Et il y avait une vibe un peu dans cette idée-là, moi, que je trouvais intéressante. Mais donc oui, c'est bien pour le jeu de Gabriel Luna, c'est bien pour travailler d'autant plus Tommy, et puis c'est bien bah, pour l'originalité de la série. C'est-à-dire que là, on est quand même dans quelque chose où on voit Jackson en grande difficulté. En grande difficulté. Tu regardes pas en VO. Je fais les deux. J'essaie en général de regarder 2 fois l'épisode quand j'ai le temps, ou en tout cas, je regarde une fois en VF pour m'imprégner du truc. Bah, moi, alors après, je m'en fous. Hein. Je suis un grand défenseur de la VF, donc moi, voilà, on n'est pas sur la chaîne de Régis Le Wistiti ici. Donc personnellement, moi, la VF, je trouve qu'il y a des comédiens qui font un travail de ouf, donc j'ai aucune honte à le dire. Mais pour le jeu des acteurs, je me force pas parce que j'aime tout autant la VO. Je regarde encore les séquences d'après. Je regarde encore les séquences qui m'ont marqué ou les choses que j'ai envie de revoir, parfois tout l'épisode, en VO, obligatoirement, pour me remettre en scène certaines choses, pour revoir encore plus l'acting tel qu'il est, avec les voix telles qu'elles sont, les choses comme ça, etc. Surtout que là, la VF, t'as du Boris Rélinger, t'as des trucs, il y a quand même du beau monde hein, du côté de la VF sur Last of Us. Mais il y a eu Adeline Chotaille dans la saison 1, il y a eu Cyril Monge, enfin non, il y a eu du lourd, mais je me fais toujours les deux. Comme ça, au moins, je suis carré. Mais voilà, ça travaille Tommy dans son leadership. Et puis voir Jackson en difficulté comme ça. Alors, je veux juste, moi, qu'on me réaiguille sur peut-être un truc que j'ai compris, mais ça se trouve, j'ai rien bité. On est d'accord que c'est le cordyceps qui est arrivé jusqu'à Jackson qui a plus ou moins guidé, réveillé les infectés parce que le cordyceps, en fait, est un relais un peu entre tous les infectés, tout ça, et qu'il était arrivé là-dedans, c'est ça, hein? Ouais, bah moi je trouve que c'est très malin. C'est malin parce que ça donne le côté encore plus. Regarder ça au-delà dans l'analyse, tu vois, quand tu vas chercher un peu plus loin, ça montre le côté encore plus glauque de ce truc-là du cordyceps et ça montre le parasite total. Je trouve que dans cet épisode-là, le fait que justement t'es un colosse, t'es désinfecté partout et que le cordyceps les dirige vers là, ça montre le côté vraiment parasite du truc sans espoir, tu vois. Avec le regard du mec justement où il va le voir. Moi j'ai trouvé que c'était malin, très malin. C'est le coup de pioche sur les racines. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, bah, le fait que le cordyceps réagisse, ça attire les autres, etc. Ça rappelle la mythologie de la série. Et c'est un bon ajout. C'est un bon ajout. On les voit s'adapter, ils changent de stratège, ces infectés, et c'est génial. Oui, oui, il y a ça aussi. C'est vrai. Bah, ils le disent d'ailleurs, que apparemment les infectés sont capables de mettre les morts sur eux et eux en dessous pour survivre dans la neige. Et que du coup, bah, derrière, t'en arrives avec une trentaine qui déboule. Tu te dis pas ça, en fait, d'une série sur des infectés au demeurant, ou sur les zombies, ou des choses comme ça. T'as l'habitude qu'en fait, ce soit juste je cours et j'ai envie de te bouffer. Là, il y a quelque chose de différent. On va chercher un petit peu plus loin. Il change de mur, effectivement. Il se relaye, il se retire pour faire passer le colosse par la suite. Alors, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont bien. Alors après, attention, il y a par moment, je trouve, dans cette séquence-là, quelques incohérences qui sont quand même, je trouve, importantes d'être notées. Personnellement, c'est bien que ce soit épique, je leur en tiens pas rigueur. Balancer des jerrycans, euh, comment dire, balancer des jerrycans et flinguer les jerrycans, etc., à si peu de distance de leur mur, bon, j'ai tendance à me dire, ils ont quand même beaucoup de bol qu'il n'y ait pas une partie du mur qui pète avec, dans le sens où bon, ils envoient les barils relativement loin, mais ça me paraît bizarre. Que tout soit enflammé, que plein d'infectés enflammés tapent sur les murs qui sont pourtant en bois, les choses comme ça, et qu'il n'y a rien qui crame, ils ont du bol quand même, tu vois. Ça fait 2 coups de bol d'affilée parce que tu te dis, ah ouais, putain, la vache, c'est risqué quand même comme méthodologie, hein, pour, voilà. Que Tommy veuille sauver Maria, alors que bon, Maria, du haut de là où elle est, je ne sais pas exactement ce qu'elle risquait vraiment à côté du colosse. Euh, mais, euh, mais bon, là tout est relatif. Ça se trouve, il aurait pu potentiellement. Voilà. Que Tommy marche entre tous les infectés, que aucun infecté lui saute dessus parce qu'il s'attaque au colosse et que tous les autres y courent et qu'ils prennent pas la tête. Bon, ça c'est pareil. Je me suis dit peut-être facilité un peu narrative.
Parce que, bon, euh, c'est quand même un peu particulier. Je trouve pas que c'est un peu facile et un peu incohérent que lui se fasse pas avoir dans le lot. Parce que tu te dis, bon, voilà. C'est un peu gros. Ouais, c'est un peu gros qu'il n'y ait aucun affecté, soit qu'il le voit, soit qu'il laisse faire. Alors on va pouvoir dire, oui, mais tu sais, ils développent de l'intelligence, ils savaient que le colosse était sur lui, ils ont voulu le laisser, machin. Bon, j'y crois pas non plus trop. Et je pense qu'il est surtout béni des dieux, comme dit Roa, ouais. Euh, Maintenant, après, oui, vous me dites, au niveau du bois, avec la neige, les trucs, les machins, c'est pas facile à enflammer. Je me suis dit, moi, c'est au niveau des explosions. Les explosions sont tellement près que je me suis quand même posé des questions. On n'est pas juste avec un petit lance-flamme ou un petit chalumeau ou alors avec voilà. Là, il y a quand même des grosses explosions, beaucoup d'infectés enflammés. Je me suis dit, ils ont du bol, jusqu'à preuve du contraire. Après, effectivement, du bois très froid ou dans une température enneigée, etc., ou peut-être même gelé, ou voilà, c'est difficile de le brûler. Ça, je suis d'accord. Maintenant, je me suis dit, vous avez du bol. J'étais pas, on est sur une semi-cohérence, quoi. Donc voilà. Après, on peut trouver un milliard de choses pour expliquer ça, et puis on peut aussi ne pas l'expliquer et puis être porté par le truc ou voilà. Mais les infectés étaient pas mal, étaient pas en mode réaliste. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que les infectés, ils étaient au niveau du jeu normal et que du coup, c'est un peu plus tranquille. Mais bon. Par contre, je suis content de deux choses. C'est donc effectivement bah, la capacité que la série a eue à potentiellement nous faire croire que Tommy allait y passer. Parce que je vous avoue qu'avec un baroud d'honneur comme ça, je me suis quand même un petit peu demandé si Tommy on n'était pas sur la fin. Parce que je connais Druckmann, je connais Craig Mazin, tu vas voir qu'ils vont être capables, si Tommy n'est pas parti, de nous faire crever les deux frères sur le même épisode. Et j'étais là genre, alors là, je veux bien qu'il y ait des différences de ci, de ça, mais je peux te dire que j'aurais fait la gueule. Pas en négatif, mais ça aurait été très couillu. J'aurais pas fait la gueule en négatif. Mais je me serais dit, ah ouais, les enculés, vas-y, les deux sont morts. Non, mais c'est trop gros, arrête. Et je pense, je vais te dire un truc, t'aurais fait mourir Tommy. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. T'aurais fait mourir Tommy. Je me demande si, enfin, en tant que spectateur, je veux dire, hein, on aurait vu Tommy mourir avant Joël. Je me demande si jusqu'à Joël, on se serait pas demandé si les gars allaient pas faire survivre Joël. Ça, pour le coup, ça aurait pas été une bonne idée de faire survivre Joël. Mais je me demande si le spectateur se serait pas dit, tiens, Tommy est mort. Merde, attends, bah du coup, ça veut dire que Joël va survivre et ils vont encore faire quelque chose de différent. Et après, t'aurais eu la mort de Joël en plus et tu te dis, ah putain, la vache. Je parle juste en termes de ressenti. Moi, je sais qu'en tant que spectateur, Tommy meurt. Le premier truc que je me serais dit après avoir eu bien le seum, c'est, bah putain, ils vont pas faire mourir Joël quand même. Les deux d'un coup, là, bah, ça se trouve, Joël, il va survivre. Mais j'aurais voulu que Joël meure, pour l'impact, évidemment, pour la narration, pour le scénario. Euh, Mais non, c'était plutôt bien fait. Dernière chouille, petite incohérence. Par rapport au nombre d'infectés qu'il y a, aux dégâts causés, au nombre de mecs qui meurent du côté de Jackson, j'ai du mal à me dire qu'une meute d'une dizaine de chiens puisse être l'élément définitif qui fait que Jackson s'en soit sorti. Même s'il y a encore pas mal de mecs qui tirent au niveau des étages, etc., sur les gars. La scène est bien, je la garde, mais par contre, j'en tourne une autre où globalement, tu conclus un peu l'action en disant voilà pourquoi vraiment l'avantage est pris du côté humain. Euh, C'est un tout, hein, Preach. Je suis d'accord que c'est un tout. Mais pour moi, il fallait mettre une scène. Tu peux garder cette scène-là, mais il fallait mettre une scène derrière pour qu'on le comprenne. Parce que là, en fait, dans la manière dont c'est réalisé, t'as vraiment l'impression que c'est la musique du bon, de la brute et du truand, avec les chiens qui arrivent et puis qui font le ménage. Ah bah merci aux meilleurs amis de l'homme d'être là, parce que sinon on était dans la merde. Mais vu le nombre, bon, voilà, des petites choses un peu gros, un peu incohérentes, où tu dis, ah tiens, si, ça n'entache rien, le fait que la scène est extrêmement épique, que c'est un ajout qui est extrêmement bien vu, que ça encense Tommy, que ça permet de remettre sur le devant de la scène Maria, qu'à un moment donné, on voit à quel point, justement, ils sont pas forcément safe à Jackson, que voilà, ça donne une touche d'action énorme dès le deuxième épisode qui porte le spectateur. Donc ça, j'aime bien.
Ça a juste aidé. Oui, je sais, Renaud, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le spectateur, tu vois, se dise pas que ça fasse gros. Quand t'es dans la réal ou dans un truc comme ça, ce serait bien d'ajouter peut-être une scène de 2 minutes maximum après, pour que justement on se dise pas, putain, c'est les chiens qui ont fait toute la diff, parce que pour le coup, ça paraît un peu exagéré. Même si les chiens ont bien aidé, évidemment. C'est pas le fait de l'avoir fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, la scène est bien. C'est le fait d'avoir terminé peut-être un peu trop facilement là-dessus. Deux choses différentes. Mais ça n'entache rien, encore une fois, à la scène qui est Bradzingue. Voilà, la scène est Bradzingue et c'est vraiment bien. Et autre chose que j'ai bien aimé, ce que n'a pas fait Last of Us 2, le jeu, redorer le blason du colosse. Là, le nombre de balles, de lance-flammes, de trucs, de machin qu'il faut pour en buter un, quand tu vois que dans Last of Us 2, le jeu, finalement, bah, comme il y a d'autres ennemis, le colosse est finalement dérisoire, tu vois. Dans le jeu vidéo, le colosse, t'en as quasiment plus peur. Tu peux le buter assez facilement. Il y a des scènes bien ficelées où le colosse a son moment fort, mais in-game, c'est plutôt facile de le buter, tu vois. Il perd un peu de sa superbe. C'est normal, il faut mettre en avant d'autres vilains, comme bah, les rôdeurs ou comment les puants ou le Rat King. Euh, mais je trouve que le colosse. Non, mais même en dehors du niveau de jeu, Renault, tu vois bien ce que je veux dire. Je dis juste que tu ne peux pas nier, Renault, que dans Last of Us 1, les colosses sont terrifiants, même en difficulté normale ou difficile. La première séquence que tu as de boss avec le colosse, elle est interminable. Même en difficile, ou voilà, où je l'avais fait en réaliste aussi, hein, cette séquence-là, c'était très dur. Dans le 2, ils sont plus aux abonnés absents que dans le jeu le premier. Mais c'est pas un mal, c'est normal. C'est parce qu'il y a plein d'autres ennemis à développer. En plus des ennemis style les scars, les trucs, les machins, où t'es là, tu fais bon. Là, j'aime bien. Je dis juste positivement que j'aime bien. Parce que même si c'est peut-être la seule scène où on verra un colosse, ça se trouve on n'en reverra plus après avec tout ce qu'il y a à manœuvrer, et ben une séquence comme ça où tu vois un truc de ce niveau, où tu vois que le truc est juste increvable. Je parle du gymnase, ouais, avec le colosse. Ouais, ouais. Quand t'es là et que tu vois que le colosse est increvable, ça redonne des lettres de noblesse que forcément le jeu n'avait pas fait, n'avait peut-être juste pas le temps de faire. Même si c'était bien amené dans le contexte. Donc c'est ce qu'on appelle un ajout fort pertinent. Voilà. Toute cette séquence autour de Jackson est un ajout fort pertinent pour, pour travailler les personnages, pour leur donner justement plus d'ampleur, pour étudier le côté, même pas héroïque, tout simplement leadership absolu de Tommy, euh, pour montrer les difficultés qu'a Jackson, pour continuer à étendre cet univers avec ce quotidien, etc. Oh, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Donc c'est un ajout intense. Ça donne une énorme intensité surtout à l'épisode. Et puis c'est en coalition avec les autres séquences. C'est-à-dire que quand je dis justement que tu suffoques et que c'est hyper intense, c'est que ça arrive juste après la scène avec Abby qui est déjà extrêmement bien faite par rapport au jeu vidéo, là, au plan près. Et puis ou alors t'y vas, etc. Et ça n'en finit plus. Donc on est dans une continuité idéale. Et puis bah derrière, ça te fait quelque part attendre, sans trop attendre, le moment fatidique. T'oublies un peu par moment ce qui va finalement se passer. Et là, on arrive sur la séquence finale. La séquence préférée de Sarah, mon Renaud, effectivement. Hein. Alors, je le redis, sur cette séquence-là, j'aurais aimé que ce soit plus violent. J'aurais aimé qu'on soit plus en mode Tiger Woods. Je redis ce que j'ai dit au début d'épisode. Des fois, pour le réalisme, tu peux pas forcément le faire, etc. Des fois, pour le besoin d'un live action, si tu essaies effectivement d'être réaliste et moins jeu vidéo, tu dois respecter certaines choses. Là, effectivement, c'est un peu différent parce que on est bah, dans quelque chose de plus sec, de plus incisif, peut-être d'encore plus brutal quelque part. Mais pour moi, mon Fredo. Mais
pour moi, je pense que, tu vois, c'est force et limite de modifier un petit peu les choses. C'était une scène qui, personnellement, de mon point de vue, devait rester quasi identique et devait être un peu plus brutale. Que ce soit sur le coup de fusil à pompe, que ce soit sur les coups de club de golf. Je pense que le faire sur la jambe, c'était bien, mais moi j'attendais qu'il y en ait un qui arrive directement au visage, ne serait-ce qu'au moins un, plutôt que mettre des coups de poing. Alors, tu peux faire les deux. C'est-à-dire que tu vois, le coup du fusil à pompe, je le trouve trop light. Je sais pas à quelle distance il est, dans quel contexte on peut. Je trouve que c'est un peu trop light. Si elle avait mis des coups de club de golf carrément sur la jambe pour ensuite lui mettre un swing dans la tête, ça m'aurait pas dérangé ensuite que ça aille au point. Pourquoi? Parce que justement, euh, le fait qu'elle y aille à main nue, c'est aussi une représentation analytique de vraiment toute la haine et la violence qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'il y ait un élément extérieur qui vienne la mettre entre Joël et lui. Quand tu regardes, entre Joël et elle, pardon, quand tu regardes bien un petit peu au fond des choses, frapper à main nue comme ça, c'est vraiment aussi vouloir faire mal de par toi-même sans faire passer un tiers, que ce soit un objet ou quelqu'un d'autre. Donc il y a ce côté ultra viscéral. Si tu fais ça, c'est bien. Moi justement, ça augmente d'autant plus la violence. En revanche, en revanche, tu le termines au club. Moi, personnellement, le fait que ça se termine juste comme ça, je trouve que c'est très tendre. Et moi, perso, d'un point de vue personnel, ça m'a beaucoup moins impacté que si c'était un coup de club de golf. Et là, j'aurais aimé que, voilà, c'est surtout qu'elle l'a cassé. Oui, mais enfin bon, il y a tout un tas de jeux de club de golf. Hein. S'il faut qu'elle retire son fer 6 pour prendre un fer 7 ou autre, elle peut faire 5 mètres et puis c'est bon. À la limite, elle va en chercher un autre, elle revient, tu vois. C'est bon, ça c'est pas le souci du détail. Hein. Mais ou alors, tu faisais en sorte que le club de golf ne se brise pas. Ou tu sais, à la limite, tu sais ce que tu fais, Renaud? Vraiment pour le côté un peu, quitte à faire dans le violent. Le club de golf, elle tape sur la jambe, elle le brise et elle enfonce le brise dans la blessure de Joël. Voilà. Lui planter dans le cou, trop tendre. Bah, moins impactant que dans le jeu, je trouve. Je trouve que c'est moins impactant que dans le jeu. Alors que si à un moment donné, il a déjà la jambe un peu plus sanglante, un peu plus violente, tu sais, coup de fusil à pompe à bout portant quand même. Elle lui fracasse à coup de club, le club se casse, et ensuite, elle prend ce qui reste du club et elle l'enfonce dans la blessure de la jambe. Et là, tu te dis, putain, le pauvre, il prend tarif. Après avoir mis un coup dans sa tête. Et après, pourquoi pas, elle aurait récupéré un club, parce que de toute façon, on a un plan où elle voit tout un tas de clubs de golf, on change d'univers, et puis quand on revient sur cette scène-là, elle a récupéré un autre club, et puis elle le termine comme ça. Moi, j'aurais peut-être préféré ça, dans le sens où c'était un peu plus accurate vis-à-vis du jeu. Là, c'est peut-être un truc qu'il fallait peut-être reconstituer, pourquoi pas tel quel. Euh, euh, et, euh, et sur comment dire, et sur le momentum. Alors là, j'aurais des choses à dire sur l'acting de Pedro qui m'a sorti de la scène. Genre, il perd un genou, mais ça n'a pas trop l'air de le déranger. Il écoute gentiment Abby. Il aurait dû beaucoup plus faire le mec ultra douloureux. Je suis d'accord. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, Bart, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. En fait, pour vous expliquer un peu comment j'ai vécu la séquence, je l'ai vécu en plusieurs plans. J'ai évidemment les larmes qui ont été pas loin de monter, notamment quand Ellie est revenue. Quand Ellie revient et qu'elle commence à être en larmes, etc. Là, ouais, mais en fait, tu revois les visions du jeu et tu te dis, ouais, c'est brutal quand même. Genre, c'est bon. Et il y a des choses qui te font revenir le truc comme ça. Là où je suis d'accord, c'est que effectivement, dans le jeu de Pedro Pascal, il manquait un petit je ne sais quoi pour que j'ai l'impression qu'il se sente plus impliqué et qu'on ait l'impression que Joël est plus dans ouais, dans l'incompréhension, la douleur, les choses, etc. En revanche, pour contrecarrer un peu ça, tu vois, Bart, il écoute gentiment Abby. Quand tu dis il écoute gentiment Abby, ceci, cela. Personnellement, de la manière dont je l'ai vu, j'ai l'impression qu'il est resté. Moi, je pense pas qu'il reste digne. Je pense qu'il y a une part de lui qui est d'accord avec Abby. Et que du coup, il accepte. Il y a un côté en mode, il écoute. Et tu sais, à un moment donné, il fait un petit signe de la tête, je crois, genre, je vois ce que tu veux dire. Et il a les larmes qui montent un peu, tu vois. Et en fait, moi, tu vois, Bart, j'ai vu ça comme,
Au début, je pensais qu'il n'était pas assez impliqué. Et à la fin, je me suis dit, bah, elle a raison. Elle a raison, en fait. Bah oui, je te comprends. Je te comprends, j'accepte. Et il n'y a pas de volonté de s'en sortir. Et c'est là, justement, pour ça que j'ai bien aimé qu'il y ait beaucoup plus de dialogue autour d'eux. Parce que un jeu comme ça permet. Alors, certes, tu perds peut-être le côté ultra brutal, sanglant, ceci, cela, peut-être le côté ah, bon, j'ai mal partout et tout. Et c'est vrai que dans le jeu de Pedro Pascal, c'est pas un problème. Pour moi, c'est surtout le problème qu'il n'a pas la jambe assez défoncée et que je pense que la fin aurait dû être plus marquante. Mais je trouve que euh, il est dans l'acceptation. Il est dans le j'écoute, j'écoute, j'écoute. C'était mon père. Tu vois, elle lui dit, hein, c'était mon père, ces trucs, machin. Et il est là, genre, tu as tué 18 personnes. Ouais, bah ouais. Tu vois, il se rend compte. Ça, une séquence comme ça, écrite comme ça, fait directement écho à la scène avec la psy, où justement, tu sens qu'il aime pas ça. Il a les 5 étapes de la douleur et de la colère et d'un coup dans l'épisode précédent. Il est là, il se souvient, il pleure, il s'en veut, après il est en colère, il finit par accepter, mais il est dans le déni. T'étais dans le non, mais je l'ai sauvé comme ça. Il essaie de se convaincre qu'il a fait la bonne chose. Et là, je pense que c'est le dernier coup d'éclat où tu te dis est-ce que je suis vraiment un mec bien? Souvenez-vous quand même que dans l'épisode d'avant, il le dit, hein, Joël, qui considère lui être un mec bien. Donc imagine ce que tu prends dans la gueule quand tu sais qu'effectivement, on te remet à ton statut même, qui est t'as tué quelqu'un, qui était le père de quelqu'un, et t'as tué 18 personnes qui potentiellement n'avaient rien demandé. Donc forcément, à un moment donné, ces gens-là connaissaient des gens qui connaissaient des gens qui comptaient les uns pour les autres. Et moi, j'aime bien quand des séries font ça. Parce qu'en fait, tu vois, il y a un truc, moi, que je trouve intéressant. Euh, L'impact d'une mort, aujourd'hui, maintenant, quand on regarde les films, les trucs, les machins, ça devient bénin. Prenez Marvel. Quand en fait, il y a eu les accords de Sokovie ou je sais plus trop quoi, c'était intéressant parce que les milliers de morts que doivent faire les sauvetages des Avengers, on n'en parle jamais de ça. J'ai failli dire Cracovie sous en plus, vu les accords de Cracovie, tu vois, un peu en mode Matt Gomez. Mais on n'en parle jamais de ça. Alors que c'est réel, ça existe, tu vois. Et du coup, on parle pas des dommages collatéraux. Mais là, c'est une série qui s'implique sur ces dommages collatéraux. C'est exactement ça. C'est tu te dis, voilà, regarde l'impact de la mort. Et j'en parlais justement avec une amie à moi qui a fait l'armée il y a pas si longtemps que ça. Elle me disait des trucs hyper intéressants là-dessus, des choses qu'elle a vécues qui étaient horribles. Et je me suis posé une question, moi, tu vois, tuer quelqu'un, genre, tu vois, est-ce que c'est plus difficile à bout portant, tu vois, quand tu laisses une chance que tu as le visage marqué ou ceci ou cela? Ou par exemple, si tu es loin et puis que c'est des tirs de sommation, des choses comme ça, et puis que tu vois pas parce que bah, c'est comme on voit dans les films, tu vois. C'est différent, tu vois. C'est quelqu'un que. Mais pourtant, même si c'est différent, tu es quelqu'un à 30 mètres où tu te dis, tu sais pas, pris dans une fusillade ou un truc ou machin, mais tu es quelqu'un à bout portant comme ça, la première victime ou des choses, c'est des choses qui doivent te marquer à vie, que tu dois voir à vie. Et c'est souvent assez peu développé au final, ce que tu ressens, le trauma qui va derrière. Euh, et, euh, et voilà, tu vois, t'as des trucs comme ça qui pour moi sont hyper intéressants, tu vois, à travailler. Tu te dis, au final, c'est jamais simple de toute façon. En fait, c'est des cas de conscience où moi j'aime bien quand dans le cinéma on te montre la vérité des choses. Que tu flingues un mec qui est à 30 mètres, ça va quand même te rester en tête parce que t'as quand même ôté la vie à quelqu'un, tu vois. Que ce soit à bout portant, ça doit être encore plus dur parce que là, tu as le visage qui est marqué, les trucs et tout. Mais là, c'est la même chose je pense, c'est la même chose pour Joël. Dans le sens où, au final, tu as Joël qui a tiré à bout portant sur un médecin, il l'a vu, mais les 18 qu'il n'avait pas vus parce qu'ils étaient peut-être cagoulés ou c'était des mecs, entre guillemets, PNJ du jeu vidéo, il les a quand même butés. Et ce qui est hyper intéressant, moi, je trouve personnellement, c'est l'envers de ce décor-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'envers de ce décor. C'est là, il est face à sa conscience et il accepte parce qu'il se rend compte que les 18 personnes qu'il a butées étaient des personnes potentiellement innocentes qui avaient rien demandé et qui étaient certes des PNJ dans un jeu vidéo que nous on doit descendre pour arriver à la fin d'une mission, mais qui dans une série devenue réaliste deviennent des hommes, des femmes, des gens qui avaient peut-être des enfants, des choses comme ça. Et c'est jamais facile parce que tu penses, personnellement, hein, moi je sais que même si je faisais l'armée ou des trucs, c'est forcément quelque chose auquel je penserais.
Même dans un truc aussi violent et drastique, comme dans la série ou comme d'autres choses, des trucs aussi violents, drastiques, durs, comme ça, t'as forcément un moment donné où t'es en face de quelqu'un, c'est toi ou lui. Que ce soit avant, pendant, après, tu penses en fait que là, tu te dis, bah ouais, mais imagine, tu vois, genre, t'as fait un orphelin ou t'as laissé quelqu'un qui avait une femme ou des trucs ou des machins. Et ça demande une force mentale de faire ça. Après, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien de quelqu'un qu'il aime, comme dans la série. Là, c'est Ellie, c'est des trucs, c'est des machins, c'est voilà. C'est l'envers de la guerre. Mais je veux dire, la guerre sauve des vies aussi. Elle en tue, mais elle en sauve. Et parfois, elle t'en tue pour en sauver plus. C'est un débat qui est vieux comme le monde. Mais par contre, euh, voilà. Ouais, peut-être, mais ils étaient tous dans le coup pour tuer Ellie, donc Joël avait ses raisons de les tuer. C'était soit Ellie, sa fille adoptive, soit les Lucioles. Oui, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Ça, c'est tout le problème et toute la narration de Last of Us. Je veux dire, à un moment donné, Joël a-t-il raison de faire ce qu'il fait? Il y a des gens, ils vont te dire oui, parce que Ellie, de toute façon, le médecin lui a pas vraiment demandé son avis, hein, si elle voulait bien mourir ou pas, pour sauver le bien commun. À partir de ce moment-là, tu sais, je veux dire, ils lui ont pas demandé, donc Joël, il a ses raisons. Maintenant, ensuite, Abby a aussi des raisons qui fait, est-ce que tu étais obligé de tuer froidement, comme ça, 19 personnes pour en sauver une? Je vous le dis, la bonne réponse pour moi là-dedans, c'est le médecin. Celui qui fait l'erreur principale, c'est le médecin. C'est aux médecins et aux gens qui travaillent de prendre Ellie et Joël autour d'une table, en légende, en immense légende, et de leur dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était la bonne option. Mais maintenant, le médecin, s'il est sûr de son fait, est-ce qu'il va prendre le risque que Ellie dise non et que sauver l'humanité, ce soit du coup, ah bah tu veux pas? Bah salut. Non, bah on va rester dans la merde du coup. Bah allez, à ciao, bonsoir. Hein. C'est pas grave. T'imagines, t'es à la place du médecin, Ellie, elle dit ah non mais j'ai pas envie de mourir, moi tant pis, hein, je sauve pas le bien commun, je m'en branle. T'as le mec, bon bah alors, la sortie est là-bas, là tu vois, là tu prends le deuxième ascenseur, bon on va remettre le courant, puis tu te barres à la voyure. Je paye l'addition, c'est ciao. Tu peux pas. Enfin, je veux dire, lui, je comprends aussi qu'il ait peut-être pas voulu demander. Mais alors, dans ce cas-là, on reprend encore une fois idéologiquement ce que j'avais dit. Le médecin veut sauver l'humanité. Est-ce que l'humanité mérite-t-elle d'être sauvée? Là, c'est peut-être la question en or. On est, je sais plus combien de dizaines d'années après le début de l'épidémie. Il y a des charognards de partout. Il y a des cannibales. Il y a des trucs, des machins. Le monde a quasiment disparu. Est-ce que l'humanité mérite d'être sauvée? Parce que au final, déjà l'humanité, là on est en 2025, les trois quarts ça part en couille sans qu'il y ait d'événements annexes. Là t'es dans un univers comme ça, t'as envie de sauver les gens pour qu'au final ton médicament ou ce que tu vas créer pour les gens, ça devienne un business parce que c'est forcément voilà, ça va être la loi du plus fort. Le vaccin va se vendre, des trucs, des machins et puis ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour moi, le monde n'est déjà plus sauvable là. Mais comme quoi, c'est ça la beauté de Last of Us et de cette narration et de le génie de ce jeu. C'est tu pars d'une question qui t'amène à une question, qui t'amène à une question, qui t'amène à une question, qui t'amène à une... T'as pas de réponse. T'as ce que tu penses. T'as ton ressenti, t'as ton émotion. Mais t'as pas de réponse. C'est impossible. Voilà. Il y a pas, c'est hyper subjectif. Je voulais dire un truc concernant la nuance dont tu as parlé. La série a aussi un public fanatique qui commence à installer une ambiance pourrie. Je parle pas de toi ou du chat. Ici, il y a de la nuance. Les fans du jeu condamnent chaque changement, mais sans jamais prendre le temps d'analyser ce que ça apporte. C'est juste, c'est pas comme le jeu, donc c'est nul. Il y a un discours pas constructif. Ils se plaignent que Abby sourit sans se demander pourquoi le réel lui a demandé. Mais ils se plaignent que. Non, mais après, il y a des gens qui se plaignent juste parce que Bella Ramsey est pas belle. Hein. Enfin, selon eux, selon leurs critères, bien sûr, tu vois. J'ai vu un tweet récemment qui disait t'avais une image de Millie Bobby Brown en mode ultra sexy, et puis t'avais Bella Ramsey qui était là, genre à une avant-première, en mode je m'en balèque. Et il y avait le commentaire, c'était imaginez quand même qu'elles sont nées à la même date et tout, elles ont le même âge, ça rend ouf. Mais qu'est-ce que t'en as à branler? Peut-être Bella Ramsey, elle est peut-être juste naturelle, normale, elle s'en bat les couilles. Millie Bobby Brown, eh bah écoute, ça fait 10 ans qu'elle est ultra sexualisée, et puis je pense qu'à un moment donné, bah, ce sera peut-être la première qui va en voir les limites, et puis qui va peut-être en souffrir à un moment donné, et puis si ça lui plaît, bah tant mieux. Je veux dire, Millie Bobby Brown, si ça lui plaît en même temps de devenir, et c'est pas une tare de dire ça, un sex symbole comme Sydney Sweeney ou quoi, comme il y a eu Marilyn Monroe, il y en a eu d'autres, mais il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu vas mettre en coalition, tu vois, hors contexte, tu vas te mettre, parce qu'elles ont le même âge, Bella Ramsey, machin.
Enfin, j'allais dire, je peux te citer un millier de mecs qui ont 32 ans de mon âge et qui sont mieux que moi. Soyons honnêtes, il n'y a pas un millier de mecs qui ont 32 ans qui sont mieux que moi. Mais il doit bien y en avoir un ou deux. Non mais soyons réalistes, même si voilà, à un moment donné, tu vois, faut avoir conscience des trucs. Il doit y en avoir au moins un ou deux, je pense, qui sont un peu mieux. Voilà, bon, j'accepte ça, tu vois. Et pourtant, je suis pas sur Twitter à dire, lui, il a 32 ans, machin et tout. Peut-être trois, peut-être trois. Peut-être trois max, tu vois, parce que j'ai pas voyagé partout, tu vois. Mais non mais j'imagine les gens sur YouTube en rediff qui vont voir ça, qui vont pas capter que c'est une vanne en mode qui s'y raconte, le mec c'est un ouf. Le mec c'est un niqué de dire ça comme ça. Non mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà, bon. Il y en a deux, trois, tu vois, moi je l'admets. J'admets, il y a deux, trois gars, tu vois, comme mon âge qui sont bon. En dessous de mon âge, j'ai pas trouvé encore. Au-dessus, ouais, il y a des dandys un peu romantiques, mais ça, on s'en fout, tu vois. T'es huilé aussi. Ben, je suis huilé à souhait, je suis mielleux comme jamais. Non mais voilà, c'est pour revenir sur cette séquence, moi, j'entends un peu tout. J'ai trouvé que le jeu de Kathleen Dever était exceptionnel. Pour jouer pour Pedro Pascal, je vous dis, je trouve qu'il y a de la profondeur à aller chercher. Ce qui emmène quand même à Bella Ramsey, ce qui était peut-être la séquence la plus difficile à jouer. Alors, j'ai beaucoup aimé le jeu de Bella Ramsey dans cette séquence-là, sur ce plan-là. J'ai bien aimé l'idée ensuite qu'elle rampe vers le corps de Joël pour lui faire un câlin, comme si en fait c'était pas possible et tout. C'est quand même dur, tu vois, à regarder visuellement. C'est quand même, tu vois, il y a un truc qui se dégage de ça. Ça, c'était violent. Après, il y a un plan où elle se met sur lui, etc., où elle bouge quasiment plus. Et je me suis dit, je sais pas si c'est vraiment si bien joué que ça. Et puis après, en re-regardant, j'ai imaginé qu'en fait, elle voulait jouer la paralysie. Genre, quand quelqu'un est fortement attristé ou pleure ou ceci ou cela, parfois, t'es figé. Tu peux plus bouger, en fait. Tu sais, quand même, quand tu pleures, etc., t'as des moments de fixation totale, tellement, en fait, t'es crispé, les trucs, les machins. Et en partant du principe que la scène était peut-être voulue comme ça a beaucoup plus amené mon esprit vers quelque chose de positif, je trouve. Et là, pour le coup, c'était très bien. C'était très bien. J'ai regardé cette scène-là, le regard de Joël. C'est plus sur le côté, ouais, édulcoré. Je trouve que c'est vrai que le final est édulcoré. Ça aurait mérité d'être un petit peu plus violent, je pense. C'était peut-être un petit peu édulcoré. Maintenant, en dehors de ce concept-là, qui est peut-être un peu pas assez viscéral à mes yeux, l'acting est très bon, hein, je veux dire. Puis ça fait bizarre. En fait, vraiment, c'est pas pour me moquer de Sarah, mais ça fait bizarre de voir Pedro Pascal comme ça. Le mec a atteint une telle aura à être clairement dans tous les projets, etc. Et puis à être devenu une figure que tu te dis, ah putain, ouais, c'en est fini de Pedro Pascal, quoi. C'est dire l'ampleur charismatique et l'aura du mec, tu vois, qui se retrouve là, 6 pieds sous terre, bouffé par les vers. Dédicace à Kemar, et merci pour lui. Alors, obligé évidemment d'en parler. Génial d'avoir mis Through the Valley de Ashley Johnson à la fin de l'épisode. Alors là, la musique finale, qui est la musique de Last of Us 2 et tout. Alors là, ça c'est super. C'est très bien vu de l'avoir mis là. Personnellement, j'aurais pas traîné Pedro Pascal derrière le cheval, moi. Genre, enfin, c'est le même truc, c'est les chevaux s'en vont et puis t'as Pedro Pascal qui est traîné sur le sol avec juste une toute petite tache de sang sur le. Non mais papy, arrête. À part pour faire chialer Sarah, à part pour le mallette de Sarah, où là, bon, effectivement, je suis quand même content. Mais à part pour le mallette de Sarah, tu vois, je me dis bon, si tu étais vraiment, j'aurais peut-être quand même. Il y a un plan que j'ai bien aimé. C'est le plan de. C'est comme ça qu'on ramène un corps à cheval. Oh bah tu peux le mettre en biais, non, sur sur la croupe du cheval, non? Tu peux pas le mettre pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, tu vois, attaché ou un truc, ou comme dans Red Dead. Grosse risque de chute.
Ah ouais, je sais pas, je suis pas cavalier. Mais dans Red Dead, tu vois, ça le fait. Je trouve que c'est peut-être un peu. Enfin bon, après, ça, c'est des détails techniques. En soi, on s'en fout. Je dis pas que c'est négatif, hein. Je dis juste que, justement, le fait que derrière, il le traîne comme ça fait qu'à un moment donné, il y a un plan que j'ai trouvé très beau sur. Et là, le jeu est très bien de Bella Ramsey aussi, où elle se retourne, comme si elle voulait vérifier putain, Joël, il est toujours là. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est toujours avec. Alors que malheureusement, c'est fini, tu vois. Donc bon. 4 chevaux, ils prennent 2, ils en reprennent 3 et Joël dessus. Ouais, c'est vrai qu'ils sont repartis directement. Ils voulaient peut-être pas faire l'aller-retour pour en reprendre un. Enfin, de toute façon, ils étaient 2 sur un cheval. J'imagine que peut-être derrière Dina, il y avait moyen. Mais encore une fois, je vous dis, je suis pas cavalier, moi. Donc, il y a peut-être oui, il y a peut-être des risques de chute ou autre. Alors, moi, j'avais pas besoin dans Red Dead 2 hein, de mettre quelqu'un sur un cheval pour chuter, hein. Je me plantais sans arrêt parce que j'avais un skill dégueulasse. Ça n'a rien à voir. Mon Ubiquitus, il a pas survécu longtemps, hein. Ubiquitus, fils de Cecilia, pour ceux qui ont la référence, ma famille d'abord. Avec Bobby Shaw qui rachète la société de Michael Kyle. Non, ouais, c'est vrai que l'utilisation de Through the Valley est excellente dans cet épisode. C'est pile ce qu'il faut. Enfin, la musique est pile ce qu'il faut pour d'autant plus manœuvrer une séquence comme ça, avec Abby qui repart extrêmement froidement avec les siens, tête de cortège en plus, hein. Les autres sont derrière, ils disent rien. Puis dans la séquence de la mort comme ça, là, t'en as plusieurs qui disent à Abby, non, non, mais arrête, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que on est limite à se demander si elle va pas buter Dina en plus parce qu'elle est foncièrement énervée, tu vois. Et c'est bien joué de la part de Caitlyn Dever parce que même si Abby ne l'avait pas fait, dans la narration et dans les dialogues, même les gars autour d'elle pensent qu'elle en serait capable. C'est dire le seuil de vengeance, de violence, de choses comme ça qui émanent de l'épisode. Et c'est ce qui en fait, je pense, un épisode qui est réussi, hein. Par contre, le chalet en mode ultra clean, alors que dans le jeu, c'est ultra sombre. Ouais, oui, ça m'a pas choqué outre mesure. Ça m'a pas. Ouais, si, oui, si, c'est vrai que pour un truc abandonné, c'est clean. Après, peut-être que s'ils étaient là depuis un petit moment, ils ont fait le ménage avant de faire le minimum syndical, histoire de. Bon, ça, c'est. Ça m'a pas. Voilà. Non, la séquence finale, pour moi, c'est que ça manquait peut-être encore une fois de piquant. Dans la mort de Joël, et puis même sur Dina, le fait qu'il l'endorme. Sur un malentendu, tu vois, un mec comme Manny qui lui met un coup de crosse et bim, au revoir, terminé. Ça aurait pu être d'autant plus viscéral et créer des distorsions entre les personnages parce que t'as Manny, Manny, moi c'est le regard qu'il fait genre comme ça là quand l'autre elle est en train de lui taper dessus, tu sens que lui, bon, pareil pour le petit clin d'œil, bon là il lui crache pas dessus, il aurait pu, voilà, comme dans le jeu vidéo, tu vois, pour rajouter. Encore une fois, c'est pas vraiment que j'ai, parce que là j'imagine Sarah demain quand elle va peut-être regarder la rediff, elle va dire mais en gros Val il est démoniaque, il a juste envie en fait que Pedro Pascal s'en prenne le plus possible, non. Mais, il l'insulte comme dans le jeu, mais il fait pas le truc. Je- c'est le seul. J'adore l'acting, j'adore la mise en scène, le travail du son aussi. On n'en parle pas, mais le travail du son est exactement le même avec le bruit sourd où elle n'entend plus rien, etc. Ça, ouais, ça me plaît, mais c'était peut-être trop édulcoré pour pleinement me satisfaire. Là où, par exemple, dans l'attaque dans l'attaque des infectés sur le truc, et quand ils font péter les barils d'huile, t'as des infectés qui courent, qui se font exploser en 5, tu vois, des corps de partout. Ça veut dire qu'ils lésinent pas sur les moyens quand il faut les mettre, quoi. La scène en jeu reste quand même plus gore et violent, je trouve. Ah oui, largement. Largement. Et je voulais pas du gore pour du gore, moi, c'est pas le problème. C'est juste que là, autant je peux compter sur le fait qu'effectivement, tu vois, un mec comme Pedro Pascal qui est dans l'acceptation, dans le oui, peut-être que je le mérite, etc. Psychologiquement, c'est très dense et qu'il n'a pas besoin d'en faire des caisses, tu vois, pour le faire, voilà, pour le faire comprendre. Par contre, après, je trouve que dans ce que fait Abby, c'est peut-être un peu tendre. Joël qui bouge juste le doigt comme dans le jeu, un détail de fou mais incroyable. Ouais, 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 non, mais là, c'est vrai que ça, par contre, c'est du détail technique intéressant, ouais. Il a dit oui. Ouais, il fait un geste de tête, genre, je comprends. Il a un oui, genre, ouais, bah, je comprends. Ce qui est paradoxal parce que justement ensuite il lui dit vas-y ferme ta gueule là et qu'on en finisse. Tu vois, t'as le côté il a agi exactement comme face à la psy dans l'épisode d'avant, tu vois. C'est genre il a le côté presque les larmes aux yeux, il accepte, il dit ça, mais il redevient le Joël bourru ensuite
Comme quand il est extrêmement froid, tu vois, et puis qu'il dit à la psy, je l'ai sauvé, et il se barre. C'est là, genre, ah, vas-y, je veux bien te donner 30 secondes d'éléments où je vais être dans l'acceptation triste, mais après, il redevient bourru, genre, ah, vas-y, tais-toi, j'en ai marre, arrête de parler, là, et bute-moi, qu'on en termine, là, c'est bon. Il y a des chiffres et des lettres à 17h, j'ai pas envie d'attendre. Ah bah non, merde, je pourrais pas regarder, je suis mort. T'as pensé quoi de la fin avec Ellie qui va se coucher sur Joël? Bah, c'est très beau, c'est très poétique, ça aussi, c'est un bel ajout. Tu te dis, là, Ellie prend pas un missile et puis termine pas dans le coma, mais elle se blottit contre lui, c'est donner l'impact de la relation que les deux ont eu, quoi. Qu'aurait pu être encore plus développé si on avait eu un épisode ou deux de plus dans la saison 1, mais... La scène de Future Days, t'as pas manqué à toi? Franchement, dans l'épisode, là, non, j'y ai même pas pensé. Et le fait qu'ils mettent Through the Valley à la fin, voilà, tu l'as ton clin d'œil, quand même. Future Days, on l'aura peut-être plus tard. Ah, Future Days, on l'aura peut-être plus tard. Elle viendra quand elle viendra, tu vois, ils peuvent l'ajouter sur un truc. Future Days, ça se trouve, ça peut être la musique qui fait que Ellie décide en flashback, en repensant comme dans le jeu, à ne pas buter Abby à la fin, tu vois. Mais non, c'est pas, non, ça m'a pas choqué outre mesure là. Tellement triste pour Ellie, ça brise le cœur qu'elle rampe jusqu'à Joël. Ah oui, bah c'est, ouais. Oui, oui, c'est plus, là, ça c'est des ajouts qui sont violents, hein, qui sont violents. Ah, j'aurais aimé que ce soit un peu plus Tiger Woods quand même. C'est vrai que j'ai un côté un peu Rory McIlroy, un côté un peu golfeur, très clairement, voilà, qui me plaît bien, hein. J'aurais aimé, voilà, j'aurais aimé un trou en un, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Messieurs, dames, ainsi s'achève cette review de l'épisode 2 de The Last of Us. Encore une fois, hein, plus d'une heure, on a passé dessus, ça m'étonne pas, il y a tellement de choses à dire sur cette série. Rendez-vous dans 2 semaines. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Moi, ça part demain en légende. Portez-vous bien. Rendez-vous dans 2 semaines pour la reprise des lives avec Last of Us, épisode 3 et 4. Profitez bien des vacances, ceux qui sont en vacances. Profitez bien, ceux encore une semaine. Ceux qui ont repris potentiellement les cours ou autres qui étaient dans la première semaine de vacances, bon courage pour le boulot. Je vous fais des bisous. Plus de 100 personnes tout le long, effectivement, comme le dit Sky. Merci à tous. On a été plus de 100 personnes en moyenne tout le long du live et même beaucoup dès le début. Ça fait plaisir de voir que ça répond présent sur Last of Us. Merci infiniment. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Merci pour les subs. Et n'oubliez pas, quand je reviens, je ne serai pas seul. Il y aura Olivier.